Cet exercice d'intérêt national et d'utilité publique, je reçois sur ce plateau M. Tahirou Yimba. Bonsoir. Vous êtes acteur politique. Bienvenue dans l'appel de la patrie. Merci, merci. Et M. Sani Aya Janjouna, sociologue, bonsoir. Oui, bonsoir Adin. Bienvenue. Merci. Vous avez suivi avec nous l'entretien accordé hier, dimanche, par le chef de l'État à la télévision nationale. Nous n'allons pas nous attarder sur la forme pour nous consacrer à l'analyse du fond du discours du chef de l'État. À ce propos, le chef de l'État a largement évoqué plusieurs sujets importants de l'actualité. Nous allons commencer par les raisons qui ont conduit au retrait des États du Sahel de la CEDEAO. Monsieur Gimba, quelle analyse vous faites à ce niveau de l'entretien du contenu du propos du chef de l'État? Je vous remercie infiniment de cette occasion que vous nous offrez. Cependant, j'allais vous dire que le chef de l'État a été direct au but. C'était clair. Le retrait était très bien motivé. Il a expliqué. On ne va pas revenir en détail là-dessus. Et je pense que la quasi-totalité également du peuple est satisfait de ce qu'il avait, tout ce qu'il a dit au sujet de ce retrait. Parce que il y a certains, et il a bien fait lui-même de s'adresser directement à ses concitoyens et à l'ensemble des peuples de l'AES. Parce que je pense que là, la communication est passée. Parce que jusque-là, moi j'ai suivi dans les autres pays, le Burkina comme le Mali, il y a eu des débats entre certains membres du gouvernement, le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Intérieur ou l'administration du territoire, un peu partout. En tout cas, il y a eu des débats, ils réunissaient les acteurs sociopolitiques de leur pays pour leur expliquer les raisons. Mais là, au Niger, en tout cas, on est plus que convaincus. Et tout ce que le chef d'État a évoqué, c'est des faits réels. Au fond, tout justifiait notre départ. Rien ne peut plus nous retenir de cette histoire de CEDEAO. Il y a des esprits malins qui vous disent « Oh, on a abandonné nos parents du Nigeria ». Non. Entre nous et le Nigeria, nous sommes inséparables. Et les Béninois également, c'est la même chose. Mais la grande particularité, c'est que le président a expliqué, et c'est clair et net, les raisons profondes, ce n'est pas des choses artificielles. Avec des leçons d'histoire. Avec des leçons d'histoire et tout. Il a rappelé comment la CEDEAO a été créée et par qui? Par des militaires. Pas des militaires, essentiellement. Même le Nigeria qui fait du bruit aujourd'hui, qui pense que la démocratie c'est une Europe qu'il faut porter de nuit comme de jour, c'était le général Yacoub Gowon qui était le chef de l'État. Il est venu par un coup d'État également. Après lui, il y a eu d'autres coups d'État encore au Nigeria, même des morts d'hommes. Donc, je pense que les Africains, comme disait le chef de l'État, s'ils ont la mémoire courte, mais nous, au Niger, non. On a subi tout ce que je peux ajouter là-dedans, c'est que même après la guerre du Biafra dont il a évoqué le chef de l'État, le Nigeria a une dette de sang et de vie par rapport au Niger qui ne pourrait jamais payer. Envers le Niger. Oui. Ça n'a pas empêché que 10 ans après la guerre du Biafra, où on a tout mis, tout le coup Giori a mis paix à son âme, tout le poids du Niger, toutes les relations du Niger au service de la Fédération du Nigeria. Oui, il a abandonné la France. Pourtant, c'est la France qui a favorisé son avènement au pouvoir. Mais le Nigérien a une particularité, comme tous les gens du Sahel, les Burkinabés, les Maliens, on est tous les mêmes. On a des réflexes sahéliens. Parce que nous avons des vieilles cultures. On n'est pas issus des peuples où on est tombé du ciel. Non, non, non. La colonisation nous a trouvés avec des socles solides, des empires, des royaumes, et qui se côtoyaient, qui avaient des accords de non-agression, des accords commerciaux. Ils avaient tout ça. Donc le blanc n'a fait que le colon n'a fait que nous diviser au fait pour mieux régner. Et je crois que le président a bien fait de rappeler tous ces faits historiques. Le président Giori a manipulé à son âme, il a vidé l'ensemble des magasins d'armement de l'armée nigérienne en faveur de l'armée fédérale du Nigeria. Ces matériels étaient livrés à Sokoto et à Kano. Il a dégagé encore des officiers, dont le feu commandant Sanusi Sudo, pour encadrer l'armée nigérienne, les former au maniement de ces armes, parce qu'ils sont anglophones. Oui. Le Niger, comme ce qu'aujourd'hui les Maliens et les Burkinabés nous ont fait quand on nous a menacés. Comme un seul homme s'est sorti dire, écoutez, ce sont nos frères, on ne va pas laisser détruire le Niger, quitte à nous détruire ensemble.
Et ça a fait réfléchir plus d'un de leur histoire de CEDEAO entre griffes. Et maintenant, c'est le Nigeria qui est le porte-flambeau des vents en guerre pour aller détruire le Niger. Les peuples nigériens et nigériens, personne ne peut les séparer. Nous serons toujours les mêmes, nous allons composer avec eux, nous allons vivre comme si de rien n'était. Il n'y a pas un dignitaire nigérien du Nord qui n'a pas une mère ou sa tante ou son oncle ici, vice-versa. Ça, c'est Dieu qui nous a implanté comme ça. Le sociologue, je parle sous son contrôle, il dira peut-être mieux que ça. Mais j'ai dit que le président a maîtrisé le sujet. Et le message est passé parce que moi, je vous avoue honnêtement, j'étais un peu anxieux parce qu'on est sorti de la CEDEAO. Au Niger, personne ne parle. J'ai dit, ah, donc il y a un problème. Mais quand j'ai vu que le président, j'ai dit, tiens, il a pris lui-même son bâton de commandement, ça me rassure. Et là, vraiment, il a rassuré plus d'un. Il a évoqué tous les contours historiques, géopolitiques et tout. Il n'a rien caché. Et je pense que les Nigériens que nous sommes, de quelque bord, même je crois que ceux que les militaires ont renversés, ont dû réfléchir. Que la voie empruntée par le CNSP, ce n'est pas pour leur plaisir personnel. Et il faut qu'on reste soudés derrière nos dirigeants actuels. L'essentiel, c'est que le Niger s'en sorte. Et il y a toutes les chances. Il y a 89,89% de chances que le Niger s'en sorte de cette histoire de la RS. C'est une très belle aventure. Ce n'est pas une aventure risquante ou risquée, non. Il s'est mûrement réfléchi. Donc ça veut dire que ces trois États ont quelque chose fondamentalement en commun. Qu'est-ce que cela vous inspire, vous, cette leçon d'histoire que le chef de l'État a donnée aux Nigériens, en tout cas qui n'a été enseignée dans aucune école. Vous savez, on a toujours dit que le bon historien n'est d'aucun temps, d'aucun pays. C'est pour dire ce qui sous-tend tout raisonnement dans le sens de dire la vérité en histoire, c'est de la compter telle qu'elle est, sans parti pris, sans subjectivité. C'est d'ailleurs l'intérêt du discours du président du CNSP. Son intérêt est que nous assistons maintenant à un véritable changement vraiment de schéma, de paradigme. D'habitude, c'est un discours filtré sur papier, préparé, analysé, bien canalisé en fonction des situations, à pas feutré, le président lit. On ne sent pas son cœur dedans. Là, je pense qu'il y a une rupture avec ce genre de méthode. Nous sommes dans une situation où le président dit ce qu'il pense. Ce n'est pas des papiers, ce qui est. Ce n'est pas des papiers qui sont là, réfléchis par des gens pour plaire à la communauté internationale, pour plaire à d'autres personnes. On sent qu'il s'adresse aux Nigériens. Et maintenant, la communauté internationale, celui qui veut comprendre, il n'a qu'à comprendre. Celui qui veut interpréter comme il veut, l'interprète. Mais on sent que c'est son cœur qui parle comme il voit les choses, comme les choses sont, et il les exprime. Deuxième élément, ce discours est sans langue de bois, comme d'habitude. Là, il s'adresse aux Nigériens de façon simple. Et non seulement il le fait en français, mais aussi il n'oublie pas la plus grande majorité des Nigériens qui n'a pas été à l'école. Il ne les oublie pas, ils parlent dans des langues, en tout cas, qui leur sont accessibles, notamment des langues qu'ils comprennent, les leurs, que ce soit le Hausa ou le Zarma. Et les gens se retrouvent. Et c'est en cela que, dans son discours, entre lui et son peuple, entre lui et les Nigériens, on sent une certaine forme de communion dans le discours qu'il fait. Les gens adhèrent, les gens acceptent. Et il le fait aussi en troisième élément, à point nommé, au moment où déjà les rumeurs commencent à fleurir. Ici et là, les gens parlent sur des questions d'intérêt national. C'est en ce moment qu'il sort pour dire ce qui est, pour dire ce qu'est la réalité des choses. Et c'est ça qui permet effectivement maintenant de décanter toutes les rumeurs, les soupçons, les suspicions, les accusations infondées vis-à-vis de telle ou telle autre personne. Et je crois qu'à partir de là, c'est comme s'il met les points sur les i et chacun s'est retrouvé vraiment à travers ce discours. Ce qu'il faut peut-être aussi rajouter à ce niveau, c'est le fait que, d'un point de vue historique, son approche est très fondamentale. C'est important qu'on rappelle aux uns et aux autres que nous n'étions qu'un seul peuple, que c'est la colonisation, quand le blanc est arrivé en Afrique, nous a détruits,
non seulement d'un point de vue physique en concassant nos familles, mais en même temps en traçant à la règle le Niger pour le démarquer des autres pays. Malheureusement, le colon a saisi cette opportunité en appliquant le principe selon lequel diviser pour mieux régner. Il nous a suffisamment divisés au point où on se sent étranger à travers la langue qu'on nous a imposée. Parce que nous parlons français, nos frères du Nigeria parlent l'anglais, on se croit différent. Alors que le fond culturel, le fond religieux est le même. Nous sommes unis par l'histoire, nous sommes unis par la géographie, nous sommes unis par la langue, la culture. Ce qui diffère, c'est le tracé artificiel de la frontière qui est fait effectivement par le colon. Il l'a dit, jusqu'à preuve de contraire, la France continue à penser que le Niger lui appartient comme une propriété privée. Il a évoqué ce cas très grave, en effet. En Afrique. Alors, c'est en fait un peu l'esprit que nous devrons dénoncer et comprendre dès à présent. Moi, je pense qu'à partir de ce niveau, il faut qu'on crée une certaine rupture avec tout ce qui, d'une manière ou d'une autre, est en rapport avec la colonisation. Maintenant, les gens constatent qu'effectivement, toutes les actions sont engagées dans le sens où le Nigérien, d'ici 2 ans, va être totalement indépendant d'un point de vue alimentaire. Au contraire, c'est à nous de vendre aux autres pays. D'un point de vue militaire, notre sécurité, on a toujours pensé que malgré nos militaires soient bien aguerris, et tout le monde le sait, ils sont craints. Le classement qui a été fait en Afrique, quelle position a-t-il accordé au Niger? Tout le monde le sait. Les militaires nigériens sont aguerris, les FDS de façon générale au Niger, tout le monde le sait. Oui. Ils sont aguerris, bien formés, bien disciplinés, mais on nous a montré que politiquement, nous ne valons rien sur ce plan. Et c'est la raison pour laquelle, s'il y a eu ce coup d'État, la sécurité, maintenant, tout le monde va l'apprécier. Qu'est-ce qui se passe entre avant le coup d'État et actuellement? Je crois que tout le monde sent qu'il y a un regain de sécurité et bientôt les gens prendront leur voiture pour se rendre à Ouaga en passant par Kantiari sans qu'ils ne soient inquiétés. Justement, Genjouna, un autre point évoqué par le chef de l'État, c'est l'engagement des autorités nigériennes, mais aussi des pays de l'AES, des conditions de développement économique, sécuritaire et social des États. Quelle réaction vous suscite l'intervention du chef de l'État à ce niveau? Je pense que le chef de l'État a rassuré plus d'un. Parce que il y a des rumeurs souvent qui vous envahissent. Dans ce cas de situation, vous savez, l'ennemi ou les ennemis, parce qu'ils sont nombreux, hein, il y a ceux de l'intérieur, il y a ceux de l'extérieur, ils animent, ils poussent, ils pompent, ils animent. Mais il y a des moments où, et je crois que l'intervention vraiment était à point nommé, parce que les rumeurs étaient telles qu'on ne savait même pas où donner la tête. Mais il a tout défait, il a tout remis à plat. Et maintenant, je pense que l'engagement qu'on doit faire, ou la part du Niger verra sa partition pleine et entière par rapport à son engagement, à son ancrage dans l'AES. Il n'y a plus de reculons. On ne fera qu'avancer. Parce qu'il a dit, il est parti plus loin jusqu'à dire ce que tout le monde souhaite entendre, la monnaie. Oui. Parce que vous pouvez développer un pays comment? Le terrorisme là que vous voyez, il est financé par la planche à billets qui se trouve ailleurs. La banque centrale qui se trouve dans les mains de notre pays, le gouverneur est toujours de notre pays. Parce qu'il y a un triangle qui nous gère, je l'ai dit tantôt. Il y a un triangle scientifique qui gère toute l'Afrique occidentale française. L'axe Paris, Dakar, Abidjan, Paris. Ouais. Alors, ils savent, les Français savaient, et tous les Occidentaux savent très bien que les Sahéliens ont un extrait de rebelles. Ils savent qu'ils ont été très combattus dans cette zone. Pour s'installer, ça a été très difficile. Tous les royaumes se sont battus jusqu'au dernier souffle. Donc, ils sont conscients que s'ils ne créent pas un cadre scientifique pour nous gérer, on n'allait même pas attendre les 100 ans. Ça allait imploser il y a longtemps, cette histoire. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont formaté nos cousins sénégalais. Ils sont des Sahéliens. Une bonne partie de la Côte d'Ivoire aussi est sahélienne. Mais ils les ont formatés. Donc, on vous dit, la planche à billets est dans nos mains. Le chef de la BCAO est à Dakar. Le gouverneur est toujours ivoirien. On vous dit, la masse monétaire, 40% de la masse monétaire est gérée par la Côte d'Ivoire. Aucun indicateur scientifique vérifiable
avéré. C'est vrai, à un moment donné, la Côte d'Ivoire recevait 1500 milliards de francs CFA de recettes café cacao par an. C'est une réalité. Mais ça allait où? En tout cas, ce n'est pas resté en Côte d'Ivoire, cet argent. Et la Côte d'Ivoire, il n'y a que des bâtiments que vous allez voir, ou des autoroutes, mais la plupart des bâtiments n'appartiennent pas aux Ivoiriens. Moi, je suis resté 20 ans en Côte d'Ivoire, la direction générale de l'Afrique. Je sais de quoi je parle. J'ai fait une partie de monsieur supérieur en Côte d'Ivoire. Je sais de quoi ça remonte. Donc, c'était du folklore. Ces États, c'est comme des départements d'outre-mer. Tous les pays francophones, en dehors des Sahéliens, là, c'est comme des départements d'outre-mer. L'indépendance n'est qu'au bout de lèvres. Dans la pratique, nous, on a été toujours plus indépendants que les Sénégalais et les Ivoiriens. Mais on passe par eux pour nous maîtriser. C'est ça le triangle, l'avantage du triangle. Mais maintenant, 60 ans après, on a compris. Eux-mêmes, ils ont compris que l'évolution mentale que nous avions déjà avant l'arrivée de la colonisation, nous sommes des peuples civilisés. On avait des cultures, on avait des très fortes. On avait des empires, et des organisations administratives fortes et d'États. Même si c'est des micro-États, on en avait. Et ils savaient que tôt ou tard, la révolution viendrait de ces pays de l'AES. Parce que ce n'est pas les empires maliens ou nigériens ou burkinabés qui vont dire le contraire. Hein. Ils se sont tous battus à un moment donné de leur vie contre l'invasion, la pénétration coloniale et même la traite d'esclavage. Donc c'est pour vous dire un peu que c'est un grand ouf, l'intervention du président hier, de soulagement. Maintenant, ça nous rassure, nous savons que nous sommes réellement sur la bonne voie, sur le chemin de la liberté. Parce que celui qui n'a pas de monnaie, mon Dieu, comment il va faire pour financer son développement? Aujourd'hui, si vous demandez un prêt à la banque, même personne, individuellement, vous allez vous retrouver avec les commissions bancaires et autres qu'ils vont monter à 22%, 24% de taux d'intérêt sur un prêt de 150 000, vous allez vous retrouver à rembourser 250 000. Est-ce que vous pensez que ça c'est normal? Or, si vous avez votre propre politique monétaire, ces trois États-là, 70 millions, bientôt peut-être 80 millions de consommateurs, c'est un marché rassurant. Oui. Sur tous les plans, on ne va pas vivre en autarcie. Nous allons nous ouvrir au monde. Mais sur tous les plans, et nous avons les moyens. Nous avons les moyens de le faire. Comme disait Dr Jean Djouna, l'autosuffisance alimentaire. Je l'ai dit à un directeur de cabinet de l'ancien Premier ministre à une réunion comme ça. J'ai dit, vous savez, tout l'argent qu'on injecte dans le dispositif de ceci, projet de cela, c'est des mises en scène. Il faut arrêter ça. J'ai dit, au Niger, là, on peut aboutir au bout de 2 ans à l'autosuffisance alimentaire. Au Mali, c'est la même chose. Au Burkina, c'est la même chose. Si nous mettions à valeur la vallée de l'Iraser qui tire de l'Aïr jusqu'à la frontière du Mali, là, on a la plus grande nappe d'eau souterraine du monde. Il y aura un conflit. Les Américains ne sont pas là pour nous poser. Ils ne sont pas venus pour le djihadisme. C'est des histoires, ça. Ouais. C'est la même chose que les Français. Mais si nous développons cette zone, l'eau qu'il y a sous terre, là, on le sort un peu, pas beaucoup, hein, parce qu'il y en a beaucoup. Les quantités sont inestimables. Je vous jure que le blé, là, regardez les pommes de terre qui viennent d'Agadez. Regardez les oignons qui viennent d'Agadez. Ils ne ressemblent pas aux autres. Hein. En dimension, en qualité et tout, en goût. Leurs fruits. C'est pour vous dire. Et les fruits. Je vous jure, au bout de 2 ans, on met des hommes sérieux, des femmes sérieuses sur le dossier. Le Niger ne tendra plus la main à qui que ce soit pour demander à manger. Même si c'est des bouteilles de manioc que nous allons mettre pendant le mois d'août, wallahi, on sera autosuffisant. En tout cas, le chef de l'État a largement expliqué toutes les voies possibles donc pour le développement des 3 États sahéliens qui certainement vont s'ouvrir à d'autres pays. Et voilà, le chef de l'État, il a également évoqué dans cet entretien la question de l'or en provenance du Niger qui serait saisi en Éthiopie. Que devons-nous comprendre? Moi, j'ai bien compris que les dignitaires de l'ancien régime détenaient chacun, directement ou indirectement, un permis, ou des puits, ou tout ce que vous voulez. Mais moi, le seul conseil que je venais de directement à la télé, au général Abdrahmane Chani et au CNSP et à l'ensemble du gouvernement, c'est de redoubler d'efforts et de nous créer un comptoir d'achat de toutes les productions, que l'État s'assume.
on ne joue pas avec l'or. C'est avec l'or qu'il faut garantir demain la monnaie de demain. Et nous, la nôtre est éparpillée de 1984, on ne sait pas à quoi ça sert. On ne connaît pas les retombées. Personne ne peut vous dire qu'est-ce qui s'est réellement passé. Aujourd'hui, la France n'a pas d'or, mais ils ont le plus grand stock de quantité d'or. Mais j'ai dit le Niger aujourd'hui dans cette ambiance de création de monnaie, parce que c'est incontournable. Et je suis ravi que le président, de manière ferme et solennelle, a dit à la face du monde, l'AES va créer une monnaie. Et je pense que l'or là, notre or, si on veut que cet or, au Mali, ça sert à quelque chose. C'est ça qui leur a servi de se défendre. Au Burkina, c'est pareil. Dans tous les cas, les Français comme les Américains, là, ils disent de ne pas aller voir les Russes. Au fait, c'est pour nous éviter de nous développer. C'est tout. C'est tout. 40% des besoins énergétiques en nucléaire des États-Unis sont couverts par la Russie. L'uranate que la France prend du Niger, pour aller dire on va aller laver pour que on ne voit même pas les autres minéraux qui sont extraits de ce traitement. Mais c'est la Russie qui le fait. La France n'a pas cette technologie. Oui. Donc, puisqu'on a le bon Dieu à côté, pourquoi aller voir des prophètes? Non. Alors, Jean Jouna, de manière générale, quelle réaction vous cite cette sortie médiatique du chef de l'État? Bon, de façon générale, c'est que concrètement, on nous invite à la confiance, à l'unité nationale, à la solidarité, à nos nouveaux dirigeants. Mais en même temps, on doit se dire que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes en bonne relation avec des puissances qui rivalisent avec les anciennes puissances d'antan. Deuxième cas de figure, que nous sommes dans une autre communauté qui nous réunit 3 pays par l'histoire, par la culture, par la géographie et maintenant politiquement, économiquement et bientôt au plan monétaire. Ce qu'il faut peut-être encore rajouter, c'est ce combat qui doit être poursuivi pour notre souveraineté en ce qui concerne toutes les dimensions. Souveraineté politique, elle est plus ou moins acquise, mais beaucoup reste à faire. Au plan économique, ça, nous sommes dans une situation d'un aller sans retour d'ailleurs. Au plan monétaire, il faut qu'effectivement, qu'on joigne maintenant l'acte à la parole. S'il est vrai que nous sommes déjà engagés dans ce processus, les Nigériens n'attendent que ça depuis. Que les autorités du Niger, si vous voulez, de l'AES, sachent qu'ils ont le soutien du peuple nigérien et des peuples du Mali et du Burkina. Les gens n'attendaient que cette rupture avec le franc CFA. Je veux dire aux gens par rapport à ce genre de situation, parce qu'ici et là, on voit dans des groupes, on apprend, on entend au niveau de certaines fadas ce que les gens racontent. Les gens ont peur. Mais qui ne risque rien n'a rien, à ton coutume de le dire. Et dans tous les cas, j'ai l'habitude de le dire, nous avons toujours été derniers. On ne perd rien. Pourquoi ne pas essayer? Ce n'est pas un suicide. C'est parce qu'on n'essaye pas que souvent on perd beaucoup d'avantages. Essayons. Donc essayons, et peut-être c'est l'occasion de décoller à jamais. Et tous les indicateurs montrent qu'effectivement, si on le fait, on va même réussir. Voilà, c'est la fin de cet entretien. Merci M. Kimba, merci M. Jean Jouna. Alors, on aura compris que le chef de l'État a largement été clair. Il nous invite à avoir confiance. Nous sommes désormais dans une autre communauté, l'AES, il faut qu'on y croie, poursuivre le combat dans tous les domaines. Donc, nous sommes dans un aller sans retour, comme vous venez de le dire. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cet entretien. Merci de nous suivre chez vous et à mercredi. Plaise à Dieu. Bonsoir.